Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler des mécanismes de défense, le déni, la projection et ses autres copains? Si oui, c'est le moment d'en découvrir d'autres. Et sinon, installe-toi confortablement et bonne écoute, car dans cet épisode, je t'explique l'origine des mécanismes de défense, à quoi servent-ils, à quoi on les reconnaît et surtout comment y faire face. Hello et bienvenue sur les conseils d'Assa, le podcast. Je suis Assa Dioun, révélatrice de potentiel et fondatrice d'Itado Coaching. Je t'accompagne à être bien dans ta tête et tes baskets, en individuel comme en collectif. Ce podcast est au service de ton savoir et de ton bien-être. Tu y trouveras des interviews, des petites confessions sur ma vie et surtout des conseils. Alors c'est parti pour la thématique du jour, les mécanismes de défense. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, une petite introduction quand même sur les mécanismes de défense. Alors déjà, petit rappel, je l'avais dit dans l'épisode précédent, un peu de théorie de psychologie. Je t'invite à aller l'écouter si tu n'as pas écouté. Petit rappel, donc on était sur un peu la présentation de Freud, en tout cas des apports dont je me sers moi aujourd'hui et qui influencent et qui ont une influence et un impact sur ma pratique. Et on était parti du ça, du surmoi et du moi. Le ça, c'est une sorte de réservoir qui contient les impulsions et qui souhaite de la gratitude immédiate et je l'avais comparé du coup à l'enfant. Le surmoi, c'est une sorte de conscience moralisatrice qui pour moi équivaut aux parents, pour faire simple. Et le moi, c'est donc le médiateur qui négocie entre le moi et entre le ça, pardon, et le surmoi. Et en fait, c'est de là que viennent les mécanismes de défense. Parce que le moi fait en sorte de trouver des compromis par rapport aux conflits qui sont à l'intérieur de nous et surtout pour réduire l'anxiété. Les mécanismes de défense, il faut savoir qu'ils sont mis de place de manière inconsciente pour éviter de se retrouver en confrontation avec des sentiments, des situations douloureuses. Et une fois de plus, on va remercier notre cher cerveau qui est là et qui fait tout pour nous protéger. Pour ma part, les mécanismes de défaut ne sont ni bons ni mauvais. Et honnêtement, en tant que thérapeute et coach, après avoir accompagné plus de 200 personnes, je sais que je les vois très facilement à l'œuvre quand je parle à une personne, notamment dès la séance check-up. C'est-à-dire que quand on arrive, que je pose les premières questions, que je demande à la personne pourquoi est-ce que tu es venu là, enfin qu'est-ce qui t'a amené vers moi, et que je commence par la santé, comment la personne se sent, etc., physiquement et mentalement, j'arrive assez vite à déceler les mécanismes de défense qui sont mis en place, et on poursuit, et en fait, les les mécanismes parlent d'eux-mêmes. Donc si toi aussi tu veux en savoir un peu plus sur tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire et si tu ne le sais pas, dans la description, tu as le lien pour prendre rendez-vous pour faire ton check-up. Alors, on va commencer par le premier mécanisme, le déni. Alors, le déni, qu'est-ce que c'est? Le déni, c'est le refus d'accepter la réalité. On n'a pas envie d'y croire. Il y a des exemples très parlants. On peut prendre l'exemple de la femme qui est en couple avec son mari, etc., qui voit toutes les preuves hein, et évidence, que ce soit des messages, des appels, des notes, il va à l'hôtel, etc. Mais pourtant, qu'il n'arrive pas à y croire que son mari la trompe. C'est un mécanisme qui peut se révéler assez, comment dire, étrange et choquant pour les autres parce qu'on se dit, mais attends, elle le fait exprès, c'est pas possible. Alors que non, la personne ne le fait pas exprès. C'est un mécanisme de défense, comme son nom l'indique. En tant qu'ancienne experte du mécanisme
de défense. Le déni, je peux vous dire qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et moi, je sais que la dernière fois où ça m'est arrivé de manière assez violente, c'est quand j'ai perdu un cousin, le premier petit enfant de ma grand-mère, du coup. Et au-delà d'un cousin, moi, je le considérais plutôt comme un oncle, un papa, parce que clairement, il avait quelques années d'écart avec mon père. Et c'est vrai que son décès m'a bouleversé, choqué même. Et je sais que quand on me l'a dit, j'ai pas eu de réaction, parce que j'y croyais pas. Et j'avais pas envie d'y croire. Mais en fait, ce mécanisme qui s'est mis en place, c'était justement pour me protéger de cette douleur de... Parce que souvent, quand on apprend un décès, on est en train de faire quelque chose, et d'un coup, on nous dit, ah, tu sais que un tel est mort, un tel est décédé. Mais comment dire, bah, t'es là, mais tu dis, non, mais en fait, c'est soit je pleure, je m'arrête et je pleure, et soit je continue de vivre comme je vivais, et ensuite, bah, le temps que ça monte, etc., là, je vais pouvoir prendre un temps et pleurer. Et c'est vrai que sur le coup, même si je savais qu'il était malade, même si je savais qu'il avait perdu énormément de poids, même si je savais qu'il était atteint d'un cancer et qu'il y avait peu de chances qu'il s'en sorte, même si, le fait qu'on m'appelle pour me dire qu'il est parti, ça a été waouh. C'est, sur le coup, j'ai même pas vraiment pas ressenti d'émotion, j'ai juste entendu, j'ai dit ah ok, j'ai poursuivi ma journée. Et ensuite ma soeur m'a appelé en pleurs, etc. Je comprenais pas pourquoi elle pleurait. Il m'a fallu 2, 3 jours avant de... En plus, je partais en week-end, spa avec des copines. Oui, je partais en week-end spa et elles m'ont dit est-ce que ça va, etc. Je dis ouais, ouais. Et je leur avais dit par contre, je préfère vous prévenir, bah, j'ai perdu mon cousin. Je pense que là aujourd'hui ça va aller, demain aussi. Mais je pense que d'ici 2, 3 jours, là, ça risque de pas aller très bien. Et elles m'ont regardé, elles m'ont dit ah ouais, mais t'es sûr? Et tout, ouais, ouais. Je sais à peu près comment je fonctionne et je sais qu'il me faut un petit temps de digestion avant de... Enfin, il faut d'abord que l'information monte au cerveau. Ça peut paraître super dingue, ça peut paraître super fou, tout ce qu'on veut, mais c'est mon mode de fonctionnement. Et finalement, quand j'ai compris après ce que c'était le mécanisme de déni, quand j'ai compris de quoi ça me protégeait et comment fonctionnait mon cerveau, bah, je me prépare, j'anticipe et je sais que bah, au début, tout allait bien se passer et qu'après, au bout de 2, 3 jours, le temps que ça redescende, là, ça allait mal. C'est là où j'allais accuser le coup, c'est là où j'allais ressentir bah, des émotions désagréables, c'est là où j'allais pas être bien et c'est là où j'allais me mettre à pleurer et avoir besoin de soutien. Finalement, c'est ce qui s'est passé, hein. Le premier, deuxième jour, ça allait, je sais pas, troisième jour, là, hop, tout est redescendu. Mais je le savais. Du coup, le conseil que je donnerais, en tout cas l'astuce ou la solution que je donnerais pour les personnes qui ont pour mécanisme de défense principal le premier, le déni, je vous invite à prendre le temps de vous retrouver avec vous-même. Parce qu'en fait, le déni, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de continuer à vivre et comment il permet de continuer à être dans l'opérationnel sans être en quelque sorte parasité. Et je vous le dis, j'en connais quelque chose en tant qu'ancienne reine du déni. Il te permet de continuer à avancer, à faire ce que tu as à faire, sans être parasité ou sans être voilà, parasité ou dérangé par cette émotion désagréable. Mais pour le coup, cette émotion ne peut pas rester comme ça, euh, sans être accueillie, sans qu'on la prenne en compte. Donc vraiment, pour toi qui vis dans le déni ou qui a comme mécanisme de défense le déni, je t'invite vraiment à prendre du temps avec toi-même, à t'autoriser à laisser les émotions sortir et juste te retrouver avec toi-même et à t'autoriser, oui, à demander de l'aide, à en parler, à l'exprimer, à le verbaliser. Je pense que c'est quand même la meilleure option. Parce que tout garder, ça fait pas du bien. Passons maintenant à un autre type de mécanisme de défense qui s'appelle la répression. La répression, c'est quoi? C'est, comme son nom l'indique, c'est un souvenir traumatisant, une situation traumatisante qui est obligée de sortir de la conscience pour aller dans l'inconscient et pour aller dans la case de l'oubli. Ça arrive souvent quand, par exemple, dans une fratrie,
un des enfants s'est fait maltraiter et que, il ne s'en souvient pas, mais que le frère ou la sœur s'en souvient. Moi, je me rappelle, papa, il te frappait comme ça, etc. Et l'enfant concerné ne s'en souvient pas. Oui, parce que le mécanisme qui a été mis en place, c'est la répression. On enfouit ça loin quelque part pour éviter que l'enfant grandisse avec cette perturbation, cette difficulté, cette tension. Et c'est souvent les souvenirs de l'enfance ou l'enfance tout court. C'est les personnes souvent à qui on dit comment ça s'est passé ton enfance? Ah, très bien, j'en garde de très bons souvenirs. Mais du coup, tu as des souvenirs précis de ce qui s'est passé? Non, mais je sais que c'était très bien. Il n'y a pas d'enfance parfaite. Il n'y a pas de vie parfaite non plus. Donc, soit la personne elle est dans le mécanisme de la répression, soit vous n'êtes pas assez intime et qu'elle n'a pas envie de vous raconter sa vie. Et là où ça pose problème, c'est que ce genre de situation génère de la gêne au niveau émotionnel, des désagréments, des addictions, des phobies, sans qu'on sache pourquoi. Et c'est là où l'hypnose est un outil précieux qui nous permet d'aller explorer et retrouver le souvenir douloureux ou traumatisant à l'origine de. J'avais un client qui était venu me voir pour une peur de l'eau, mais sa peur était assez spécifique. Il n'avait pas peur de nager, il n'avait pas peur de se noyer, enfin en piscine, etc. C'était plutôt quand il se retrouvait en milieu de mer qu'il avait peur. Et du coup, ce qu'on a fait, bon, il y a eu la séance où voilà, on se détend, on se relaxe, etc. Et ensuite, à la deuxième séance, où là, la relation de confiance, enfin, on se connaissait déjà, donc la relation de confiance a été installée. Là, on est parti, j'ai demandé à son inconscient de nous ramener vers le souvenir le plus ancien, en lien avec sa problématique actuelle. Et à l'époque, il avait entre 30 et 35 ans, il me semble. Et quand on est parti chercher le souvenir le plus ancien en lien avec cette peur qu'il a aujourd'hui, cette gêne qu'il ressent aujourd'hui, on a atterri à ses 3 ans ou 4 ans, où il était parti à la mer avec ses parents. Il avait un petit peu peur, il s'accrochait aux jambes de maman et son père l'a attrapé et l'a jeté dans l'eau. Il a eu super peur, il a cru qu'elle allait se noyer. Et c'est sa mère qui l'a récupéré et qui a embrouillé son père. Lui a eu super peur, donc après ça, il est resté avec sa mère. Donc on a été voir quelle était la gêne qu'il ressentait à ce moment-là. En fait, un souvenir, une image traumatisante se traite de deux manières. Il y a le traumatisme qui reste bloqué dans la partie émotionnelle du cerveau, parce qu'on a deux hémisphères, on a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, une partie qui gère la partie émotionnelle et une partie qui gère la partie rationnelle. Sauf que quand il y a un événement traumatisant de cette ampleur-là, l'événement reste coincé dans la partie émotionnelle. Donc ça veut dire que toute situation similaire, bien évidemment parce que notre cerveau enregistre l'information et se rend compte qu'il y a un danger, c'est-à-dire que toute situation similaire provoquera la même peur, la même gêne pour qu'on puisse se préparer et faire face à la situation qui arrive. Donc, ce qui s'est passé là dans le cas de ce client, c'est que cet événement l'a traumatisé. Cette sensation de se retrouver au milieu de l'eau, au milieu de la mer, c'était pas vraiment pas en piscine, et c'est pour ça qu'il n'avait pas peur de la piscine, mais vraiment, il avait vraiment peur lors des activités aquatiques en pleine mer. Et du coup, on est parti regarder qu'est-ce qu'il ressentait dans cette situation-là. Bah voilà, j'ai eu très très peur. Ma peur, bah du coup, je suis retourné voir ma mère, j'étais pas bien, je tremblais, j'ai cru que j'allais mourir. Ok, du coup, on désensibilise, c'est-à-dire qu'on fait retomber l'émotion, la gêne émotionnelle à zéro pour que la situation soit traitée par la partie émotionnelle et la partie rationnelle du cerveau. Donc ça veut dire qu'on débloque les émotions qui sont là et on fait comprendre au cerveau que effectivement la situation s'est passée quand il avait 4 ans. Aujourd'hui, il a appris à nager. Aujourd'hui, il peut aller en pleine mer et de toute façon, avec l'expérience, les ressources qu'il a en tant qu'adulte, il est capable et à même de faire face à ce type de situation s'il se trouve en danger. Ensuite, une fois que cet événement est traité, je redemande à son inconscient, est-ce qu'il y a d'autres situations qui expliquent la problématique de sa peur en pleine mer?
Et là, il y a un autre souvenir qui est arrivé. Et là, c'était le souvenir de sa rentrée de CP dans une école. Il a changé d'école entre-temps, il a déménagé, donc dans un autre pays, une ville qu'il ne connaissait pas et tout ça. Et il est arrivé en CP. Et là, arrivé une classe avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Et c'est comme s'il s'était senti submergé. C'est ça le point commun entre les... Parce qu'il y a toujours des points communs entre ces différentes situations. C'est cette sensation de perdre pied, de se sentir submergé, de ne pas savoir où se rattacher, vers qui se tourner. Et du coup, le fait d'être arrivé dans cette classe euh, en CP, en cours préparatoire, et d'être dans une classe où il connaît personne, l'a mis dans la même sensation que quand son père l'a jeté dans l'eau. Parce que finalement, quand on va à l'école, c'est nos parents qui nous, en quelque sorte, jettent à l'école. Et on se retrouve dans une classe avec une maîtresse, des élèves qu'on ne connaît pas quand on a changé d'école, quand on a changé de ville ou de pays. Donc la sensation était similaire. Pareil, on est parti regarder quelles sont les émotions qui étaient derrière. Cette crainte, cette peur, se sentir submergé, abandonné, seul, sans repère sur ni de personnes sur qui s'appuyer. Pareil, on a désensibilisé pour débloquer toutes ces émotions qui sont restées bloquées. Ouais, bah, débloquer les émotions qui sont restées bloquées, c'est tout à fait logique. Voilà, pour débloquer tout ça. Et ensuite, après ça, je l'ai invité à aller se rendre sur un paysage de son choix pour se ressourcer, etc. Parce que ça permet de renforcer les ressources internes. Et en sortant de ça, il est parti quelque temps après, c'était quand? C'était, oui, 2 semaines après, il est parti faire une activité aquatique en pleine mer. Et quand enfin, je crois que c'est du canoë ou un truc similaire, quand le bateau s'est retourné, il m'a dit j'ai eu peur, mais j'ai pas eu peur comme j'avais peur au début. Là, j'ai eu peur parce que, bah, comme tout le monde, mais ensuite, je suis remonté à bord et ça a été. Alors que quand ça lui arrivait avant, là, c'était de la peur, mais plus de la terreur, quoi. Et finalement, bah, quand on va débusquer l'origine de tout ça, ça permet de libérer les choses et de débloquer. Alors, l'hypnose comment dire, est un moyen très efficace pour ce type de situation. Mais par contre, je vous invite à ne pas le faire avec n'importe qui, n'importe comment. Parce que ça nécessite quand même d'être accompagné en amont. C'est comme quand on va chez l'esthéticienne. On n'arrive pas et hop à nous met la bande de cire épilatoire et à nous arrache les poils. Pas du tout. Bonjour, ça va, elle nous accueille, on se déshabille, on s'installe sur la table, elle nous met un petit peu de talc et tout ça. Ensuite, elle met la cire, elle retire et elle remet sa main pour tapoter un petit peu et limiter la douleur. Et ben, moi, je fonctionne pareil en hypnose. Je peux pas arriver et dire à la personne, salut, ça va, ok, c'est quoi ton problème? Allez, viens, on va regarder au fond de ton inconscient tes souvenirs. Non, parce que si ton inconscient n'est pas prêt à aller travailler sur cette situation-là, de toute façon, il ne donnera pas accès à l'information. De plus, la première fois qu'on va dans l'inconscient, on va chercher dans le disque dur des informations, ça chamboule un peu, ça dépend des personnes, mais ça chamboule un peu. Et après ça, l'inconscient, il fait un petit nettoyage quand même. C'est-à-dire que la nuit, on peut avoir des rêves ou on va voir des choses qui n'ont pas de sens, qui pour moi auront du sens parce que vu que je suis thérapeute et que j'ai la vie et le regard extérieur, pour moi ça aura du sens, mais ça n'en a pas forcément pour le patient. Donc voilà, on va passer au prochain mécanisme de défense. Passons maintenant à ce nouvel mécanisme de défense. Le déplacement. Alors le déplacement, qu'est-ce que c'est? C'est quand on éprouve un certain sentiment vers quelqu'un et qu'on ne sait pas l'exprimer et qu'on le transfère à quelqu'un, à un animal ou même à un objet. Là, la première image qui me vient à l'esprit quand je pense à un exemple dans le cadre de ce mécanisme, c'est les personnes âgées et leurs chiens. Vous avez vu les dames âgées avec leurs caniches, qu'elles considèrent comme leur enfant, comme... oui, bah, c'est exactement ça. On a cet exemple-là. Sinon, on a aussi encore les parents et leurs petits-enfants. Bah, les parents qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont pas eu le temps de passer du temps avec leurs propres enfants, qui n'ont pas su, on va dire en quelque sorte, leur montrer, leur donner de l'amour et autres, avec leurs petits-enfants, ça va être totalement différent. On a aussi l'exemple de certains mecs avec leur voiture. Je sais pas qui représente la voiture,
mais ils ont une manière, je parle pas de tous les mecs, hein, mais ils ont une manière de bichonner leur voiture, tu te demandes qui c'est. Alors, pour ma part, pour l'astuce, solution, tips que je donnerais pour ce mécanisme de défense, c'est prendre le temps d'accepter ce que l'on ressent et de l'exprimer à la bonne personne en fait. Est-ce que c'est cet objet, cet animal ou cette personne que j'aime vraiment ou est-ce que c'est quelque chose que je transfère? Après, je vais pas mentir, c'est pas forcément simple d'identifier ces mécanismes quand on est dedans, parce que c'est un leurre qui est fait par ton cerveau, qui a pour vocation de te protéger. Très souvent, ce sont les personnes qui sont extérieures à la situation qui le voient. Et l'on poursuit notre voyage au sein des mécanismes de défense. Alors, on a la sublimation. Alors, celui-là, c'est celui que je préfère. La sublimation, c'est la transformation d'un comportement impulsif, immature, en quelque chose de sain. Exemple, tu es en colère. Au lieu d'aller crier ou taper sur la personne qui t'a mise en colère, tu vas aller te dépenser physiquement. Et là, je te renvoie à l'épisode 2, Mes émotions et moi, où je parle de la symbolique du rôle des émotions et surtout quoi en faire. Pourquoi c'est celui que je préfère? Parce que du coup, c'est celui qui, je trouve, bah, déjà, il porte un très joli nom, la sublimation. Tu sublimes quelque chose qui te dérange. Mais c'est surtout que là, on n'est plus dans de l'inconscient qu'on subit, etc. On est plutôt dans, OK, je prends conscience de cet automatisme que j'ai. Au lieu de aller hurler sur la personne ou de réagir de telle ou telle manière, enfin, ça marche pour la colère, ça peut être pour d'autres émotions ou d'autres comportements impulsifs, hop, réaction impulsive et se dire, attends, je respire, je retrouve mes esprits. Et comment est-ce que je peux utiliser tout ça, cette énergie, cette manière et tout ça, pour faire quelque chose de constructif et de sain. Et la sublimation, c'est une technique, oui, c'est celle que je recommande, que je reconseille à mes clientes. On prend le temps de faire une pause, un arrêt sur image, on respire, on réoxygène son cerveau et on regarde comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Après, bah, à force de le faire, ça devient une habitude. Et pareil, on en a encore à prendre conscience de soi, connaître son mode de fonctionnement et surtout connaître et savoir comment les émotions se manifestent chez nous. Du coup, si tu ne l'as pas encore fait, va écouter l'épisode 2 où là je te parle des émotions et voilà. Du coup, et on va passer au dernier mécanisme de défense qui est la projection. Alors, la projection, c'est un mécanisme de défense qui est très intéressant parce qu'il nous permet d'en apprendre beaucoup sur nous. La projection, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on voit nos qualités indésirables, des choses qu'on n'aime pas chez nous et qu'on a du mal à accepter, qu'on les voit chez quelqu'un d'autre et on les projette sur cette personne. Ça va de la forme la plus simple à la plus complexe, hein. Imaginons, tu es au travail, il y a un collègue que t'approches pas trop et parce que tu l'aimes pas trop. Et au lieu de te dire, bah, c'est moi qui l'aime pas, c'est pour ça que je l'approche pas, tu vas plutôt te dire, non mais en fait, c'est lui qui m'aime pas, du coup, il m'approche pas trop et moi non plus, je l'approche pas trop. On va dire que là, c'est la forme simple. Mais en vérité, quand tu vas regarder cette histoire de projection de miroir avec des personnes qui te sont proches, c'est très très intéressant. Parce que quand tu vois, par exemple, quand tu deviens adulte et que tu échanges avec tes parents et que tu regardes les choses que tu reproches à tes parents, excusez-moi, ne m'insultez pas. Quand tu vois les choses que tu reproches à tes parents à l'âge adulte, pose-toi la question de quand est-ce que toi tu agis comme ça. Euh, et c'est pareil avec les enfants.
Ah, mon fils n'en fait qu'à sa tête. Il n'écoute jamais rien, etc. Avec du recul, pose-toi la question. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà reproché de n'en faire qu'à ta tête? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui t'ont dit t'écoutes jamais rien quand on te parle? Regarde bien, au plus profond de toi. Euh, Il y a aussi les reflets mère-fille, père-fils ou père-fille, mère-fils. Euh, les personnes qui disent ouais, ma mère elle est maniaque, elle est tout en train de faire le ménage, moi j'en ai marre, etc. Finalement, quand tu regardes la plupart des passe-temps de ces personnes-là, c'est aussi faire le ménage. C'est trop marrant. Du coup, ouais, j'aime beaucoup ce mécanisme de défense. On en apprend tellement. Moi, c'est pareil, c'est un mécanisme que je débusque assez rapidement, surtout en séance. Quand la personne me dit oui, ça, telle personne, nanana, nanana, nanana. Mhm. Je note juste tous les points qu'elle a soulignés. Et je renvoie les questions. Et toi, à quel moment est-ce que tu es dans telle attitude? Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'avoir telle ou telle attitude? Là, il y a très souvent un blanc. Et là, on me dit, ah ouais, j'avoue que j'avais pas vu ça comme ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah oui, parce que quand on projette, on voit pas le reste, hein. Mais c'est un mécanisme de défense qui permet d'en apprendre énormément sur soi, à condition d'avoir une tierce personne qui va pouvoir nous éclairer sur ce qu'on projette. Alors, pour conclure, je dirais, petit intermède musical. Donc, pour conclure, je dirais que ces mécanismes, clairement, ils sont ni bons, ni mauvais, ni bien, ni mal. Ils sont juste là pour nous protéger, en attendant d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à ce que nous refoulons, ce que nous cachons, ce que nous projetons. Et comme je vous l'ai dit au tout début, c'est que vraiment, en tant que thérapeute ou coach, après avoir accompagné plus de 200 personnes, je les vois très facilement à l'œuvre quand je parle à une personne, que ce soit une cliente ou pas en vérité. Mais bon, on va dire que dans un cadre hors accompagnement, sauf si la personne me demande mon avis, je vais pas aller m'amuser à lui dire non, mais là, tu sais, il y a ci, ça, parce que non, ça va. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, on n'est pas tous forcément conscients de tous nos mécanismes de défense. Mais je pense qu'en écoutant cet épisode, il y a certainement des souvenirs, des situations qui te viennent à l'esprit que cela te concerne ou concerne d'autres personnes, hein. Dans tous les cas, sache que c'est avec plaisir que je t'accompagnerai, que je t'accueillerai pour réaliser ton check-up afin d'y voir plus clair dans tout ça. Si justement tu as identifié des mécanismes de défense, si justement tu as identifié d'autres choses sur lesquels tu as envie d'y voir plus clair, sur lesquels où tu as envie d'apprendre à te connaître et à comprendre ton mode de fonctionnement pour pouvoir vivre une vie sereine avec la tranquillité d'esprit, je t'invite à prendre rendez-vous pour le check-up. Le lien est dans la bio. Est-ce que c'était des choses que tu connaissais ou pas? Est-ce que tu as appris des choses? N'hésite pas à me le faire savoir. Est-ce que ce format d'épisode te plaît? N'hésite pas à me le faire savoir non plus. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, ne le garde pas que pour toi. Voyons, partage, like, commente, évalue. Que la paix soit avec toi. Bye.